On les enregistre pour la prospérité. Donc, je suis Annie Pauline Sans-Façon, je suis la chercheuse principale et je suis accompagnée de Frank Surigelic, qui est le coordonnateur au projet. Donc, avant de commencer à parler du projet, donc aujourd'hui, on parle juste des enfants. Je vais vous montrer une diapo avec tous les membres de l'équipe. Donc, c'est un projet qui a été fait en collaboration avec plusieurs chercheurs à travers le Canada et aussi avec 3 centres de santé qui offrent des services spécialisés auprès des enfants et des jeunes trans et en questionnement sur leur genre. Donc, ce qu'on va vous parler aujourd'hui, on va vous parler rapidement du projet. Vous allez comprendre un peu où est-ce qu'il se situe. On va vous parler un petit peu des données qu'on a ramassées sur 2 thèmes particuliers. Premièrement, on va parler des identités de genre et comment les jeunes avec qui nous nous sommes entretenus ont réalisé, pris connaissance, affirmé. Donc, on va vous parler de parcours développementaux qu'on a réussi à identifier et aussi comment ces parcours-là font sens dans la vie des jeunes. Et ensuite de ça, on va vous parler un petit peu des expériences des jeunes qui sont allés chercher des soins d'affirmation de genre et c'est quoi les impacts sur leur bien-être, sur leur vie d'avoir ces soins-là. On va aussi parler un petit peu de comment on diffuse les résultats, des prochaines étapes, puis ensuite de ça, comme je vous ai dit, on aura une période de questions. Donc, les objectifs du projet en particulier étaient de regarder les expériences des enfants et des jeunes trans ainsi que celles de leur famille en ce qui a trait à l'accès aux soins d'affirmation de genre. Donc, on parle ici des soins, par exemple, l'accès aux bloqueurs, l'accès aux traitements hormonaux et aussi à la chirurgie pour certains. Là, on n'en avait pas beaucoup dans l'échantillon, mais durant et après avant, durant et après la puberté. Et donc, c'est un projet qui s'adressait vraiment à comprendre les jeunes et leurs familles. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer juste sur la partie jeune. Si vous êtes intéressé à l'expérience des familles, des parents, il y a des webinaires qui ont été enregistrés à ce sujet-là. Donc, on voulait voir pourquoi ils ont cherché à obtenir des soins, comment ils ont eu, les stratégies qui ont été utilisées pour exprimer, traiter de la dysphorie, pour faire face aux situations sociales et familiales, les facteurs qui ont contribué à leur bien-être psychosocial et leur qualité de vie, et leur expérience entourant les soins et les interventions médicales. Donc, vraiment rapidement, juste pour vous parler un petit peu comment on a fait ça, c'est un projet qui a été conçu en parallèle avec le projet Trans Youth Can, Jeune Trans Can, qui est un projet qui est dirigé par ma collègue Greta Bauer à l'Université Western et qui est un projet quantitatif. Donc, vous aurez probablement des nouvelles de ce projet-là très bientôt. Mais c'est un projet qu'on a monté ensemble pour plus tard être capable de regarder une vue plus d'ensemble. Mais on a fait ce projet-là, en fait, en recrutant des jeunes et leurs familles dans des 3 cliniques spécialisées, je vous ai nommé tout à l'heure, donc le Centre de santé Miraki de Montréal, l'Hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario, CHIO, à Ottawa, et la clinique Good Day Health Service Science Center à Winnipeg. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté 36 pères de parents-enfants. Donc, en fait, on a interviewé 72 personnes. Pour participer, c'était vraiment l'enfant qu'on essayait de recruter en premier dans le sens où on voulait avoir une variété de jeunes. Donc, on ne voulait pas avoir, par exemple, juste des jeunes qui ont commencé des hormones. On voulait avoir des jeunes qui étaient en attente de commencer les traitements. On voulait des jeunes qui étaient juste sur les bloqueurs, des jeunes qui avaient commencé les hormones, etc. Donc, on a vraiment essayé de recruter une diversité de jeunes dans ce sens-là. Et pour participer, le parent devait aussi accepter d'être participant à la recherche. Donc, c'est pour ça qu'on s'est ramassé avec 72 entrevues. Les entrevues ont été faites individuellement, pas pour vérifier s'il y avait des incohérences dans ce que les jeunes et les parents disaient, mais c'était plus pour avoir une vision là, plus complète, parce que des fois, quand on parle de, par exemple, très tôt à l'enfance, bien, ça se peut que la personne ne se rappelle pas nécessairement de tout. Donc, c'était vraiment pour avoir une vision là, plus complète. Ensuite de ça, on a fait une analyse de données là, par analyse thématique, mais je ne rentrerai pas là-dedans trop aujourd'hui. Et les entrevues ont été codées par 2 assistantes de recherche différents. Donc, il y a quelqu'un qui s'est occupé des données jeunes, et c'est Frank, donc il va vous en parler tout à l'heure. Et il y a quelqu'un qui s'est occupé des données parents, qui est Valeria Kirishenko, qui a travaillé avec moi sur les autres webinaires.
Donc, qui a participé à l'étude? On a 36 enfants et jeunes, sont entre 7 et 17 ans. On a recruté 15 jeunes trans féminines et 21 jeunes trans masculins. C'est certain qu'en entrevue, on leur demandait de nous dire comment ils définissent leur genre et comment on veut qu'on s'adresse à ces personnes-là. Mais nous, pour les besoins de la cause, pour vous rendre ça un petit peu plus simple, on a mis ça comme étant plus trans féminine, trans masculine. On a fait 7 entrevues en français, 29 en anglais et on avait 15 jeunes dans l'échantillon qui avaient modifié leur marqueur de genre au niveau légal. Il y en a 3 qui étaient en processus. Et à votre droite, vous pouvez voir la distribution des âges des participants. Donc, la majorité des jeunes étaient d'ethnicité blanche, 3 étaient de descendance asiatique et 3 de descendance autochtone. Et les jeunes de descendance asiatique et les jeunes autochtones vivaient avec des parents adoptifs ou des parents d'accueil blanc. Il y a 30 jeunes qui bénéficiaient d'un régime privé d'assurance maladie. Et la distribution des revenus là, des ménages était un petit peu plus élevée là, que ce qu'on retrouve dans les moyennes dans les 3 provinces. Donc, la première partie que je vais vous parler, c'est comment les jeunes nous ont expliqué, réaliser en fait le développement de leur identité de genre. Fait qu'on va regarder comment les jeunes sont venus à comprendre leur identité actuelle, c'est quoi les processus qui ont influencé la façon dont leur identité s'est développée et évolue. Et en fait, nous, ce qu'on a pu faire avec les jeunes avec qui on a parlé, c'est les classer en fait en 3 catégories, à savoir le type, on les a appelés trajectoire A, B, C. Là, on n'a pas eu beaucoup d'inspiration ici, mais vous allez probablement trouver ça... En fait, je pense que ça l'apporte un petit peu à la littérature parce que je dirais que dans le passé, on a beaucoup parlé plus de parcours. Il y en a des jeunes qui avaient on disait early onset gender dysphoria versus late onset gender dysphoria, donc les jeunes qui avaient une dysphorie de genre tôt dans l'enfance et des jeunes qui avaient une dysphorie de genre tard dans l'enfance. Donc, il y avait juste 2 façons de comprendre ces évolutions-là. Tandis que nous, en regardant un peu les histoires, on se rendu compte que c'est beaucoup plus nuancé qu'avoir juste des jeunes qui ont tôt ou tard. Donc voilà, notre trajectoire A, je vais vous les décrire un petit peu, là, mais c'est quand on parle d'une trajectoire A, on disait que c'est des jeunes qui ont une dissonance là, au niveau de leur identité de genre en lien avec leur sexe assigné à la naissance qui est précoce, donc ça arrive assez tôt. Et l'affirmation et la transition va aussi être précoce. Donc ça, ce sont des jeunes qui ont transitionné, qui ont exprimé leur genre tôt et qui ont transitionné tôt. On a aussi des jeunes, comme on va voir, qui sont la trajectoire B, qui ont une dissonance précoce. Donc, quand on regardait un petit peu là, ce qu'il nous disait, on voyait que ça faisait longtemps. Il nous disait que ça faisait longtemps qu'il savait, mais il y a une transition tardive pour quelques raisons qu'on va vous expliquer dans quelques minutes. Et finalement, on en a d'autres qui ont eu une dissonance, finalement, une dysphorie qui est apparue de façon tardive. Alors, je vais rentrer un petit peu dans ces détails-là. Donc, comme je vous disais, le genre A, le type A, c'est des jeunes en bas âge qui remettent en question leur genre qui ont été assignés à la naissance et qui affirment l'exploration et l'affirmation de leur identité de genre vraiment tôt dans leur vie. Et ici, vous avez l'exemple de Elissa, qui est une jeune fille de 10 ans, qui dit qu'elle était encore un bébé quand elle a réalisé pour la première fois qu'elle était une fille. Alors, elle se posait ces questions-là, puis elle disait à sa mère, sa mère lui disait, tu crois que tu vas être une fille quand que tu vas être plus vieille? Puis la jeune lui répondait oui, très tôt. Donc, on voit ici clairement que l'identité était claire là, vraiment tôt dans sa vie. Les trajectoires de type B qu'on a trouvées, ce sont des jeunes qui remettent en question leur identité de genre assez tôt, mais qui vont ressentir un malaise par rapport à celle-ci, mais qui n'affirmeront pas ou n'exploreront pas leur identité ressentie qu'avant plus tard. Et les raisons sont multiples. Il y a des jeunes qui nous ont parlé notamment de la résistance manifestée par un parent. Fait que, il y avait un malaise, puis là, finalement, ils se sont sentis que c'était pas bienvenu. Donc, ils ont juste décidé de garder ça pour eux-mêmes. Ça peut être aussi la crainte de victimes d'intimidation. Il y a des jeunes qui nous ont parlé de ça un petit peu. En fait, Annika, la jeune fille de 15 ans, nous parle ici dans la citation qu'elle avait des difficultés à l'école et elle ne voulait pas attirer encore plus d'attention sur elle, donc elle a décidé de cacher sa transition pendant ce temps-là. Et il y a des jeunes aussi qui vivaient déjà une dissonance ou une dysphorie de genre très tôt, mais qui n'y avait pas de mots pour parler de ça. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Donc, la dissonance était vraiment là, mais ils n'étaient pas capables de l'exprimer à autrui. Donc, ça a été plus tard seulement que le jeune a trouvé des façons de le dire et l'a exprimé. Donc, vous voyez, ce type de développement-là ne rentre pas dans les façons plus classiques de voir le développement de l'identité de genre.
Et finalement, on a notre trajectoire de type C qui ont commencé à ressentir un malaise par rapport à leur identité de genre qu'au début de la puberté ou plus tard. Et donc, vous voyez ici, la personne dit qu'elle ne se questionnait pas vraiment. C'était essentiellement, se disait essentiellement un garçon jusqu'à la 8e année. Puis ensuite de ça, il y a eu plein de signes. Donc, ça, c'est Jessica, une jeune femme de 16 ans. Donc, ces jeunes-là, souvent, nous disaient que il n'y avait pas de malaise parce qu'ils naviguaient le genre tout à fait à l'aise. Il y avait, des fois, c'est des jeunes qui étaient un petit peu neutres, puis tout allait comme ça, et c'est vraiment à la puberté où est-ce que les choses ont commencé à être plus difficiles. Donc, Frank, je te laisse la parole. Oui, Je vais finir donc ma fiche. on a regardé dans ce que les jeunes nous ont raconté différents processus qui sont entrés en jeu dans leur processus d'exploration et de développement de leur identité de genre. Puis on a vu qu'il y avait des processus qui étaient très personnels, donc vraiment internes, et puis d'autres qui étaient plus sociaux, donc en lien avec les gens autour d'eux et d'elles. Et puis on a aussi vu qu'il y avait beaucoup d'intersection entre ces processus-là. Donc, il y a des processus qui sont vraiment un dialogue entre une réflexion, une expérience personnelle et une expérience en lien avec les autres. Et puis, comme vous allez voir plus loin, on a vu que dans beaucoup de cas, ces processus, ces trajectoires-là, c'était pas linéaire. Il y avait vraiment parfois une intermittence ou une trajectoire détournée avec des avancées, des pauses et des reculs par moment. Donc, quand on parle de processus qui étaient vraiment très internes et personnels, ceux qui sont les plus évidents sont en lien avec la dysphorie de corps ou de genre. Donc, il y a Jeff qui se décrit comme un garçon de 15 ans qui est plus de trajectoire C. Donc, vous allez voir qu'on a indiqué les trajectoires et les identités dans les citations. Se dit, j'ai commencé à réaliser que j'aimais vraiment pas la façon dont mon corps changeait quand j'ai atteint la puberté, donc vers l'âge de 9 ans. Je me suis rendu compte, non, je veux vraiment pas avoir des seins, ce genre de choses. Il y avait aussi Brandon qui dit, bien des jours, je me sens très dysphorique. J'ai des problèmes avec mon corps. J'ai toujours eu des problèmes avec mon corps, mais encore plus maintenant que j'ai accepté mon identité de genre. Et j'ai vraiment l'impression que mon corps ne correspond pas à ce que je me sens. Il y avait ensuite plusieurs processus qui incluaient un élément très personnel et un élément social, relationnel. Et puis, dans plusieurs cas, le malaise était en fait comme un moteur pour l'exploration ou l'action. Donc, Sylvie, qui se décrit comme une jeune fille, a raconté qu'à un moment donné, elle a pris une pause dans sa transition. Et puis, elle a parlé d'avoir révoqué ou renoncé à sa transition. Puis quand elle a décrit, quand c'est revenu, elle a dit, c'est comme un sentiment qui est revenu à la surface et j'ai réalisé, non, je ne veux pas rester comme je suis née. Et puis c'est revenu plus fort que jamais. C'est à ce moment-là que ma transition s'est enfin amorcée. Il y a également Tia qui raconte beaucoup de malaises qu'elle a vécu avant de découvrir en fait le terme transgenre. Donc, elle dit le fait que les gens me traitaient de gay, que je n'étais pas reconnue comme ce que j'étais, que le monde ne comprenait pas, puis que moi non plus, je ne comprenais pas. C'est ça qui m'enrageait. J'ai commencé à être dans une sorte de dépression, puis vers la fin de la 6e, ça l'a déclenché, j'étais plus capable de subir ça. Puis après ça, à l'été, j'étais à la recherche sur comment je me sentais, et puis je suis tombée sur le terme transgenre. Encore d'autres exemples d'interaction entre le personnel et le relationnel, c'était en lien avec l'accès à l'information. Donc, on voit que pour beaucoup de jeunes, le fait d'accéder à de l'information ou à découvrir le concept d'identité trans, qui est souvent arrivé par l'entremise des médias ou par le contact avec une personne trans, ont souvent favorisé le développement de l'identité de genre. Donc, Sylvie, encore une fois, dit, eh bien, il m'a fallu du temps pour trouver la bonne expression. Je naviguais sur YouTube, j'ai trouvé des vidéos, j'ai regardé et j'ai tout de suite connecté avec. Et puis, Adrian, un jeune garçon trans de 14 ans, dit, vers la fin de la 8e année, je savais que quelque chose était différent chez moi, mais à l'époque, je vivais plus ou moins au milieu de nulle part. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer une seule personne trans. Par la suite, j'ai essayé de me rapprocher de cette personne. J'ai aussitôt réalisé que nous avions beaucoup de choses en commun. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à réfléchir. On voit aussi qu'il y a eu beaucoup
d'expérimentation, d'exploration. Encore une fois, les jeunes allaient souvent faire cette exploration en dialogue avec leur entourage et voir qu'est-ce que ça générait en eux comme émotion. Donc, on a ici Jim, un garçon trans de 14 ans, qui dit « Je me suis mis à parler de moi-même au masculin. » Donc ici, c'est une expérimentation au niveau du langage. Au début, j'ai arrêté d'utiliser des adjectifs que tu devais comme mettre au féminin ou au masculin. Et j'arrêtais d'utiliser les adjectifs. J'essayais toujours de passer et je devais vraiment le faire. Je prenais le mot masculin, mais c'était un mot aux quelques minutes, mais le monde ne le réalisait pas. Mais à un moment donné, ça a été plus tout le temps au masculin. Donc, cette personne, ce garçon a utilisé la nature très genrée du français justement pour faire cette exploration et pour afficher discrètement son identité de genre. Il y a également eu de l'expérimentation de différents modes de se présenter en termes de sa coiffure, les vêtements, le maquillage et plein d'autres stratégies. Encore des exemples d'exploration en dialogue avec l'entourage. Il y a plusieurs jeunes qui nous ont raconté avoir, à un moment donné, commencé à remettre en question leur identité de genre, mais après une exploration initiale, d'avoir arrêté d'exprimer et d'afficher ce questionnement. Et puis, ces jeunes ont essayé pendant une période de temps de vraiment se présenter en conformité avec le genre qui leur avait été assigné. Et puis, les jeunes qui nous ont parlé ont dit qu'en fait, cet essai de se conformer avec son identité de genre assignée avait généré un inconfort assez marqué qui avait peut-être en fait contribué à clarifier que leur identité authentique n'était pas celle qui leur avait été assignée. Donc, on voit ici Stéphanie qui raconte ça, qui a d'abord exploré en portant des vêtements plus associés aux filles, et puis ensuite a commencé à s'assurer d'être très, très masculine, et puis l'inconfort l'a mené à juste s'accepter comme une personne féminine qui, elle, s'identifie aujourd'hui comme une jeune fille. Il y avait aussi plusieurs jeunes qui ont exploré des identités sexuelles minoritaires, donc lesbiennes, gays, bisexuelles, queer, avant de découvrir l'existence des identités trans ou de considérer qu'elles pourraient peut-être être trans elles-mêmes. Donc, c'est le cas d'Héloïse qui a dit « C'est vraiment juste à l'âge de 16 ans que ça a commencé à mal aller parce que j'ai comme fait plusieurs coming out. Au début, j'ai fait un coming out en tant que bisexuelle, après homosexuelle, puis la transgenre, puis c'est ça. Moi, je pensais au début que j'étais homosexuelle, mais je ne me sentais pas mieux avec ma vie. Je pensais que ça allait arranger quelque chose, mais en fait, il y avait encore quelque chose, mais je ne savais pas c'était quoi. » Donc, d'autres exemples de cette interaction entre les processus personnels et sociaux sont évidents dans l'effet dans leur parcours de pouvoir habiter, occuper des environnements transpositifs ou affirmatifs pour les identités trans. Et puis, ces espaces leur permettaient d'explorer, d'exprimer leur identité de genre. Évidemment, l'élément du soutien de la famille, d'amis, de mentors et de modèles à suivre était important. Puis, il y avait aussi plusieurs situations où cette exploration était plus difficile ou devenait plus inconfortable. Donc, il y avait des cas où il y avait de la résistance, de l'ignorance ou des questions très pointues par rapport à leur identité de genre qui généraient beaucoup de stress. Il y avait des situations où il semblait avoir un soutien, mais ça semblait partiel ou conditionnel. Et des jeunes dont les parents faisaient face à d'autres défis de vie vraiment importants. Puis ça faisait un autre poids à porter et à gérer qui pouvait dévier l'attention du processus de développement. Donc, il y a aussi plusieurs jeunes qui ont parlé de difficultés ou de réticence lorsque leur propre expérience de leur identité ne correspondait pas à ce qu'ils entendaient ou qu'ils trouvaient en ligne sur ce qui est un vrai parcours trans. Donc, c'était le cas notamment d'un jeune qui se décrit un peu comme homme ou non-binaire, qui
qu'il y avait beaucoup de malaise par rapport à cette idée de peut-être être une personne plutôt non-binaire, justement parce que cette personne entendait dans son entourage, par exemple, beaucoup de commentaires méchants en ligne dans lesquels les gens disent sans cesse que ce qui se trouve au milieu, donc non-binaire, n'existe pas. Donc, en entendant ces choses-là, Scott dit, je me suis alors dit, j'en suis arrivé au point où je me suis convaincue que c'est vrai, ça n'existe pas. Les autres gens n'existent pas. Les autres genres n'existent pas. Il n'y a que des hommes et des femmes. J'ai donc choisi d'être un homme parce que je sens que ça correspond plus avec ce que je vis, même si ce n'est pas exact. Donc, comme on a mentionné plus tôt, il y avait plusieurs trajectoires qui incluaient des avancées, des pauses et des reculs dans ce processus de développement. Donc, il y avait Joey qui dit, ça c'est une citation un peu plus longue, mais c'est un jeune homme trans qui en fait a d'abord amorcé un processus ou en fait une exploration vraiment jeune, vers l'âge de 6 ans. Il dit qu'il est allé à la clinique parce qu'il y avait des sentiments difficiles. Et puis, il dit, ensuite, c'est devenu trop et j'ai arrêté pendant un moment. En fait, pendant environ une année entière, je n'ai pas parlé une seule fois de son identité de genre. Et puis, je me suis dit, je ne peux plus supporter ça, c'est assez, je dois absolument faire cette transition. Puis, il raconte que pour lui, j'ai toujours su que j'étais trans. Jamais j'ai cru que c'était non. Je suis conscient que ma mère n'arrête pas de me dire qu'elle pensait que j'étais un tomboy ou quelque chose comme ça, mais je l'ai toujours su. Puis c'est arrivé un moment où je voulais tout simplement arrêter d'en parler, mais j'ai jamais changé d'avis. Donc, on a aussi parlé avec les jeunes de leur expérience de l'accès aux soins d'affirmation de genre. Donc, on leur a demandé comment ils avaient vécu, et elles avaient vécu cette expérience. Et puis, pour beaucoup, les interventions médicales qu'elles ont obtenues ont joué un rôle vraiment important dans l'exploration et la consolidation de leur identité de genre, en plus d'avancer leur bien-être. Donc, il y a plusieurs thèmes clés qui sont ressortis. Donc, on nous a beaucoup parlé du chemin qui était souvent assez long et tortueux avant de pouvoir accéder aux soins. Et puis, il y avait les désirs et les attentes des jeunes par rapport aux interventions médicales recherchées, les résultats de ces interventions et les jeunes nous ont aussi parlé de leur évaluation des soins qu'elles avaient reçus à la clinique. Et puis, on a publié un article qui va vraiment en détail sur ces expériences d'accès aux soins, les désirs et l'évaluation que les jeunes ont fait de cette expérience. Donc, on leur a demandé pourquoi et comment les jeunes et les enfants étaient arrivés dans les cliniques. Et puis, de façon générale, c'était vraiment pour essayer de diminuer ou gérer la dysphorie de genre que ces jeunes vivaient. Et puis, près de 3 sur 4 des jeunes avaient eu des pensées suicidaires dans le passé. Donc, c'était clair qu'il y avait une détresse assez aiguë pour plusieurs. Mais dans beaucoup de cas, ce n'était pas les jeunes qui avaient d'abord apporté l'idée d'aller vers des soins d'affirmation de genre. C'était soit un parent ou un ou une professionnelle, comme un ou une médecin, un conseiller, conseillère scolaire. Puis ces suggestions ont été apportées après qu'il y ait eu des discussions avec les jeunes sur leur identité ou leur expression de genre. Donc, il y a Adrian qui parle ici un exemple où pour lui, c'était vraiment la suggestion a été apportée par sa mère d'aller vers une clinique à un moment où il avait commencé à parler avec sa mère, mais il était très incertain par rapport à ce qu'il recherchait. Donc, et puis il dit, c'est ainsi ma mère qui a trouvé cet endroit. Je suis venue ici et j'ai rencontré l'infirmière clinicienne à l'accueil. Ce fut génial. Donc, il y avait aussi certains participants qui étaient tous des jeunes hommes transgenres qui ont déclaré que c'était d'abord avec leurs parents qu'ils avaient discuté de la possibilité de recourir à des soins d'affirmation de genre. Donc, en fait, ce qu'on veut dire ici, c'est eux qui ont apporté la suggestion, le désir d'aller à une clinique ou d'obtenir une thérapie.
hormonale. Donc, je suis allée voir ma mère pour discuter avec elle. Je lui ai dit, j'aimerais entreprendre une thérapie hormonale. Elle m'a alors répondu, d'accord, on va se renseigner davantage sur le sujet, on va faire des recherches. Donc, un thème récurrent, c'est beaucoup de jeunes nous ont parlé du fait que ça a pris plusieurs mois, puis dans certains cas, plusieurs années entre le moment où les jeunes ont parlé pour la première fois de leur identité de genre à un parent et le moment où ils ont eu leur premier rendez-vous avec un ou une médecin à la clinique. Donc, rendu au moment où enfin la jeune pouvait parler à un médecin ou une médecin, et elle avait une idée très claire des interventions qu'elle désirait obtenir. Donc, pour plusieurs jeunes, elle décrivait le besoin de expliquer leur identité de genre, révéler leur identité de genre ou leur questionnement à leurs parents comme un obstacle quand même important, mais nécessaire à surmonter avant de même pouvoir parler d'accéder à des soins de genre. Donc ici, on a Héloïse qui dit, bien sûr, si j'avais parlé à ma mère, disons, avant ma puberté, quand j'avais 10 ans, oui, j'aurais dû le faire, j'aurais dû lui dire. Les choses seraient allées plus rapidement et ma puberté aurait pu commencer, ma vraie puberté de fille aurait pu commencer plus tôt. Mais je ne regrette pas ma vie en ce moment. Je suis vraiment heureuse de ma vie. Mais si j'avais pu lui dire plus tôt, je l'aurais fait. Donc, on a parlé avec les jeunes de leur désir en termes d'intervention médicale et des résultats obtenus. Il y avait comme 2 grandes catégories à ce niveau. Il y avait 4 jeunes ou enfants de moins de 12 ans qui avaient subi aucune intervention chirurgicale ou médicale, en fait. Et puis, la plupart avaient des idées assez précises sur les effets qu'elles désiraient obtenir, mais pas une idée très claire de quelle intervention allait leur permettre de parvenir à ces effets. Il y avait 2 jeunes qui avaient très peur des aiguilles. Et puis, la façon que ces jeunes parlaient de cette peur indiquait que ça aurait pu être un obstacle pour l'accès au traitement de bloqueurs d'hormones, puisque de façon générale, mais pas toujours, c'est administré par injection. Donc, parmi les jeunes de 12 ans et plus, la plupart de ces jeunes-là avaient une idée très précise des interventions médicales qu'elles désiraient obtenir. En termes des bloqueurs d'hormones, le désir principal, c'était de les prendre pour arrêter la puberté et ou pour les personnes transmasculines, beaucoup nous ont parlé d'arrêter les menstruations. Donc, il y avait par exemple Olivier, qui dit « J'étais vraiment effrayée. Je me disais, nous devons être admis dès que possible à la clinique de traitement pour stopper la progression de cette puberté. » Il fallait tout arrêter parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas mal à l'aise avec mon corps, mais je suis plus mal à l'aise avec la façon que les autres voient mon corps. Donc, je voulais éviter que mon corps se développe complètement. En termes de résultats espérés de la thérapie hormonale, les jeunes hommes trans nous ont surtout parlé du désir de changer leur voix ou la forme de leur visage ou de leur corps. Beaucoup avaient hâte à développer de la pilosité faciale. Parmi les jeunes femmes trans, elles ont beaucoup plus parlé de la modification de la forme corporelle, le désir de développer des courbes. Donc ici, on a par exemple Juliette qui dit « J'ai dit à l'infirmière, j'ai hâte d'avoir des seins. Quand est-ce qu'on peut commencer le traitement aux hormones, aux estrogènes? J'en ai marre des bloqueurs d'hormones, mais les estrogènes. » Les jeunes nous ont quand même beaucoup parlé d'intervention chirurgicale désirée, même s'il y avait seulement un jeune qui y avait accédé. Les jeunes hommes trans, les personnes transmasculines souhaitaient surtout subir des interventions au niveau du torse, alors que les jeunes femmes trans étaient davantage intéressées par des interventions chirurgicales ciblant les organes reproducteurs et génitaux. On leur a demandé de nous parler des effets de ces traitements que les jeunes avaient obtenus. Et puis, beaucoup nous ont dit que
les effets physiques des interventions les avaient rendus plus heureux et heureuses. Donc, il y avait, par exemple, Jeff qui disait « Après la prise de bloqueur d'hormones, j'ai réalisé que je m'acceptais beaucoup plus et le fait que de me regarder dans le miroir me rendait moins mal à l'aise. » Il y avait Joseph qui disait « J'ai commencé vers l'âge de 7 ans à me frapper les bras contre les murs parce que j'étais tellement malheureux. Maintenant que je prends la testostérone, ça va mieux. Je me sens plutôt bien. C'est comme si j'avais le sentiment que les choses allaient s'améliorer. Ça fait donc un bon moment que je ne me suis pas sentie mal. » Donc, il y avait quelques jeunes qui ont affirmé que le simple fait de savoir qu'elle allait commencer à recevoir des soins d'affirmation de genre, donc avoir leur premier rendez-vous, ou qu'elle allait avoir leur prescription pour des médicaments, améliorait leur bien-être et les rendait moins anxieux et anxieuses. Donc, Héloïse nous a dit, là, juste le fait d'avoir le papier pour commencer les hormones, juste le fait de me dire que je vais commencer bientôt, ça me rend déjà plus heureuse parce que c'est une grosse étape dans ma vie qui va m'emmener à les changements physiques et ça va m'emmener à ce que je veux vraiment être. On aura demandé comment les jeunes évaluaient leur expérience de façon plus générale à la clinique. Puis toutes les personnes, tous les enfants, les jeunes ont déclaré que les membres du personnel utilisaient toujours les pronoms appropriés. Et puis plusieurs ont parlé du fait que le personnel les avait aidés en leur donnant accès à des interventions médicales, en les aidant à comprendre leur identité de genre et d'autres façons. Et beaucoup des jeunes ont dit qu'elles se sentaient entendues, accueillies, reconnues et prises en charge par le personnel. Donc, Jake nous dit « Ça m'a fait du bien. Échanger avec des personnes qui en connaissent beaucoup plus sur le sujet que ce que Google peut te donner, c'est vraiment utile. Le personnel te font vraiment sentir bien avec tes décisions et t'aide à prendre conscience de ce que tu veux vraiment. Alors, c'est bien. » Il y avait aussi des frustrations par rapport aux expériences vécues dans les cliniques. Le plus fréquent en termes de frustration évoquée, c'était le long délai d'attente avant de pouvoir recevoir les soins. Et puis, dans certains cas, c'était lié à une liste d'attente qui était très longue pour la clinique ou à un protocole de traitement qui imposait une certaine attente à certaines étapes. Certains jeunes avaient un malaise face à certaines questions posées par le personnel et d'autres avaient eu l'impression de devoir convaincre le personnel qu'elle était trans. Certains membres du personnel, certains membres semblaient avoir une compréhension un peu limitée des jeunes non-binaires. Et puis, quelques jeunes ont quand même parlé du besoin d'élargir l'éventail des options de prise en charge et de soins médicaux disponibles pour les jeunes non-binaires. Il y a quand même quelques jeunes qui nous ont parlé d'effets secondaires. On leur a posé la question si ça avait été le cas. Le plus commun, c'était des douleurs ressenties au point d'injection. Il y avait plusieurs jeunes qui avaient vécu des bouffées de chaleur, ou quelques jeunes, des problèmes d'humeur, une augmentation de l'acné ou une prise de poids due aux bloqueurs d'hormones ou aux hormones. Et puis, quelques jeunes, 4, ont décrit des effets secondaires plus graves ou plus importants qu'elles avaient associés aux bloqueurs d'hormones. Donc, c'était soit des vomissements liés avec les bouffées de chaleur, une forte fièvre après une injection, une tentative de suicide et des fractures de stress. Donc, même les jeunes qui ont vécu des effets secondaires plus graves ont estimé que la transition médicale avait été le bon choix pour elles. Et ce, même si certaines d'entre elles s'étaient posé des questions à certains moments sur leur décision. Donc, justement, il y avait Jason qui avait fait un certain lien avec une tentative de suicide et qui, pour lui, avait peut-être un lien avec la prise de bloqueur, a dit « Ma tentative de suicide fut l'un des moments les plus forts où je me suis dit, OK, et si je suis lesbienne et tout ça, c'est juste une erreur.
Mais finalement, la poussière est retombée et je me suis dit, mais non, je suis tellement plus heureux. Ça n'aurait pas de sens. Honnêtement, je ne pense pas que ça arrivera, que je vais changer d'avis. Et dans l'hypothèse où ça surviendrait, je dirais certainement quelque chose si je pensais sans cesse, si je pensais que les hormones me rendaient malheureux ou quelque chose du genre. J'ai lu des articles sur des personnes qui ont effectué une détransition. C'est correct pour ces personnes-là, c'est ce que ces personnes désirent. La majorité des jeunes n'ont jamais remis en question leur décision de faire une transition ou de commencer une transition médicale. Et même ceux et celles qui ont dit avoir eu peut-être des questionnements ou des doutes par le passé, ont dit que ces doutes étaient passés très rapidement. Donc, il y a Brandon qui dit, il arrive des petits moments où je me demande, mais qu'est-ce que je fais au juste? C'est vraiment sérieux ce que je fais. Mais ensuite, je me regarde dans le miroir et j'écoute ma voix plus grave et je me dis, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc, en termes de discussion et conclusion de ce qu'on a rapporté, ce qu'on a entendu des jeunes, on constate que presque tous les jeunes et toutes les jeunes ont décrit en termes positifs leur expérience d'accès aux interventions médicales et aux soins d'affirmation de genre dans les cliniques. Et plusieurs ont également fait partie d'une amélioration importante dans leur bien-être après avoir fait leur coming out ou leur sortie du placard, avoir accédé aux soins d'affirmation de genre. Enfin, les frustrations les plus souvent évoquées par les jeunes concernaient les délais d'accès aux soins et aux interventions d'affirmation de genre. Je vais faire cette dernière diapo, puis après, je vais repasser à Annie. Donc, bien que plusieurs jeunes aient parlé de certains effets secondaires désagréables, aucune d'entre eux, elles, avaient dit regretter avoir subi ces interventions médicales. Donc, ces résultats correspondent à peu près généralement aux constats dressés par les rares enquêtes qui existaient avant cette étude. Par contre, il y a une différence majeure, c'est que tous et toutes les jeunes ont déclaré que les membres du personnel des cliniques spécialisées avaient toujours pris le soin de leur demander quel nom et pronom ils préféraient et le personnel a toujours utilisé ses pronoms et ses noms préférés. Donc, je vais repasser à Annie. Oui, puis en fait, c'est ça, je dirais que c'est au niveau des pronoms puis de l'utilisation des noms dans les cliniques, c'est probablement parce que justement, c'est des cliniques spécialisées et les études antérieures, en fait, qui ont été faites, c'était des études sur plus l'expérience des jeunes qui accèdent à des soins un petit peu n'importe où. C'est des études principalement, par exemple, aux États-Unis, où est-ce que les jeunes n'iront pas nécessairement dans une clinique spécialisée, comme la clinique Meraki ou CHIO ou Good Day, où ils vont juste aller voir un médecin. Et puis là, ben, c'est certain que les gens manquaient de formation. Donc, pour l'accès aux soins, c'est assez intéressant pour ça. Puis aussi, je pense que ce qui est important à souligner, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de regrets. C'est certain que c'est un petit échantillon. On ne travaille pas avec de grands nombres de personnes parce que nous, on s'intéresse plus en profondeur aux expériences, mais c'est quand même intéressant qu'il n'y ait eu aucun regret parce que c'est souvent ce que les gens vont avoir peur et ce qui va empêcher en fait des professionnels de vouloir prescrire des hormones. Donc, il y a vraiment eu des effets très, très positifs sur la santé des jeunes. Par contre, il faut se dire qu'il y a une limite à la présente étude. Là, j'ai commencé à l'aborder un petit peu. Étant donné qu'on a un petit échantillon puis qu'on travaille en qualitatif, c'est certain qu'on ne peut pas appliquer ces résultats-là à tout le monde. Aussi parce que les transitions médicales et sociales sont souvent étroitement liées entre elles. C'est difficile de départager comment on dit bon, l'utilisation des hormones, ça l'a aidé, mais peut-être que ça l'a aidé un peu, mais versus ce qui se passe au niveau du social aussi. Donc, c'est difficile des fois de démêler les effets positifs, négatifs des autres environnements de l'enfant, du jeune. Donc, les jeunes nous ont dit que les hormones avaient aidé, que les traitements hormonaux avaient aidé,
aidé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont aidé? C'est certain que notre étude ne nous permet pas de le délier. On trouve qu'on avait quand même si on a vraiment fait des efforts pour aller recruter des jeunes d'une grande diversité, c'était vraiment des critères de sélection, ça a été difficile. Donc, il faut se questionner à savoir pourquoi. C'est plus difficile de recruter, par exemple, des jeunes racisés. Je sais qu'il y en a qui vont dans les cliniques, mais il y en a peut-être pas autant que des jeunes blancs. Donc, c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir un petit peu. Puis, c'est ça. Donc, c'est certain aussi que les jeunes, parce qu'il fallait que le parent participe, bien, ce sont des jeunes qui étaient déjà probablement assez relativement bien soutenus par leurs parents, parce que sinon, les parents, s'ils n'étaient pas du tout dans la vie de l'enfant, n'auraient pas participé à la recherche. Donc, c'est certain que ça peut avoir affecté parce qu'encore une fois, on sait que les personnes qui ont un bon soutien parental fort, souvent vont aller mieux. Donc, est-ce que les jeunes, parce qu'ils ont déjà un bon soutien parental, puis en plus de ça, qui accèdent à des hormones, bien, ça nous donne une petite piste ici. Donc, pas généraliser à tous les jeunes. Frank. Peut-être juste une petite chose, un petit mot, puis après ça, on vous laisse la période de questions. Qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats-là? En fait, on essaie de les diffuser le plus possible. Je pense que les webinaires, c'est une vraiment bonne façon à la lumière du COVID. Donc, tout le monde peut participer à ça et on va, comme je l'ai dit, les enregistrer. Ils sont enregistrés, donc ils vont être disponibles sur le site web. On a aussi diffusé ces résultats-là dans des conférences auprès des professionnels, auprès de d'autres chercheurs. On a aussi écrit des articles. L'article que vous avez vu un petit peu plus tôt dans le diapositive, on pourrait vous le remettre un petit peu plus tard. Cet article-là est libre d'accès, donc vous pouvez le lire sans avoir à payer. On fait aussi des fiches d'information qui résument les résultats de l'étude et des autres études qui sont en cours. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir sur le site jeunetransyouth.ca où est-ce que vous pouvez, sous l'onglet Publications, aller voir tout ce qui a été fait. Et c'est tous des documents qui sont libres accès. Et c'est le dernier webinaire d'une série de 4. Prochaine thématique, on continue à regarder cette donnée-là. En fait, on a présenté un webinaire sur les parents, on a présenté un webinaire sur l'expérience des jeunes. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on fait un dialogue, en fait, entre les récits des jeunes et les récits des parents. Et c'est vraiment, vraiment très, très intéressant ce qui est en train d'émerger. Juste un petit clin d'œil aux données, on se rend compte finalement que les jeunes et les parents, bien, c'est certain qu'ils ont des expériences qui sont cohérentes parce qu'ils vivent ensemble, mais on se rend compte qu'il y a une grande asynchronité, en fait. Le jeune est beaucoup, beaucoup stressé jusqu'au coming out, puis au coming out, souvent, va devenir très, très, ça va faire du bien, le jeune va être bien, mais c'est à ce moment-là où le parent commence à être très, très, très stressé. Donc, on dirait que les trajectoires se croisent, mais ne se rejoignent pas avant un bon bout de temps. Donc, on est en train d'essayer de voir comment ces parcours-là ensemble peuvent faire sens. Puis, on est aussi en train de regarder quelles actions et interventions sont utiles ou pas et c'est quoi les facteurs de protection et de risque des jeunes par rapport à la résilience. Donc, c'est quelques thèmes qui nous restent à explorer. Mais aujourd'hui, on voulait vous donner un petit peu d'informations là-dessus. Et ici, vous avez un exemple de travaux à venir. On a des étudiants de la maîtrise qui travaillent sur ces sujets-là. Et on va continuer à vous tenir au courant. Mais comme je l'ai dit, allez sur le site jeunetransyouth.ca si vous voulez rester au courant. Donc, remerciements aux IRSC, Institut de recherche en santé du Canada qui ont financé la recherche et aux personnes, aux membres du personnel, aux chercheurs, aux assistants de recherche qui ont contribué en fait au projet. On a plusieurs personnes. Les entrevues ont été faites par des gens. Ils ne sont pas tout le temps nommés dans les travaux, donc on veut remercier. Et surtout, on veut remercier les jeunes et les familles qui ont participé à la recherche. Là, sans eux, ce ne serait pas possible. Donc, on va pouvoir commencer à prendre la période de questions. Il nous reste 15 minutes, donc c'est un bon moment. Pour pouvoir poser vos questions, allez sur l'onglet Q&A et nous, on va voir en fait qui pose des questions. On va les garder anonymes. Donc, vous pouvez poser les questions que vous voulez. On va essayer de répondre au plus grand nombre de questions possible. Alors, Frank, veux-tu gérer les questions? Oui, donc là, si vous allez, comme vous pouvez voir, si vous cliquez sur le Q&A en bas de la page, vous allez pouvoir taper, écrire vos questions. Et puis, quand les questions vont rentrer, on va répondre. Ça peut être aussi des commentaires. Si vous avez des commentaires à faire sur des choses qu'on a dit, c'est vraiment là, comme on vous dit, nous, c'est anonyme. Là. Oui, et puis je vais arrêter l'enregistrement pendant ce temps-là.